Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis que l'on retrouve sur à peu près toutes les applications de la planète. Je n'ai pas tout essayé. On m'a dit qu'on était à peu près partout. Assez facile à trouver sous le vocable, entre autres, si vous faites une recherche Parents et amis. Le monde de l'automobile est en profonde mutation. Je pense pas que je vous apprends de quoi, mais ça arrête pas de bouger ou de ne pas bouger selon certains observateurs. Pour jeter un regard sur les nombreuses transformations du secteur de l'auto, j'ai pensé inviter l'expert journaliste automobile Éric Lefrançois, collaborateur à la presse et à l'annuel de l'automobile. Bonjour Éric, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va très bien, merci et vous? Oui, très content mon cher de te parler. 100 millions d'autos qui se vendent chaque année, on peut pas dire que l'industrie s'effondre, mais il y a des défis, puis on le sent au fil des changements. En fait, il y a beaucoup de défis qui s'offrent à l'industrie automobile à l'heure actuelle. Oui. Et en fait, il y en a plusieurs du fait de l'indécision ou à tout le moins, là, il y a un peu un flou à l'heure actuelle parce qu'il faut savoir que cette année, ce sont les élections présidentielles. Mm-hmm. Donc, il y en a beaucoup qui sont sur les dents par rapport à ça, à savoir quelle direction justement le futur président des États-Unis va prendre. Donc, est-ce que ça sera des démocrates ou ça sera les républicains? Et si c'est les républicains, ben plusieurs parient qu'il y a des fortes chances que l'échéancier de 2035, on entend souvent parler de bannir les véhicules à moteur à combustion interne, ben ça soit peut-être reporté. OK. Donc, c'est plus pas protectionniste dans ce sens-là, mais plus libéral dans la façon de voir. Si c'est Trump, oui. Entre autres. Si c'est Trump, entre autres, effectivement, plusieurs s'attendent à ça. Et il faut savoir que l'industrie planifie à tout le moins 5 ans à l'avance la sortie de nouveaux produits. Et à l'heure actuelle, disons qu'on est un petit peu là sur un temps mort. Là. On s'attend à voir qu'est-ce qui va se produire aux élections présidentielles d'une part, et au Canada, plus près de nous, ben c'est la même chose avec les élections fédérales qui sont attendues pour l'année prochaine. OK. Donc, est-ce que ça sera le Parti conservateur, le Parti libéral ou un autre parti qui sera porté au pouvoir? Ça aussi, ça peut avoir un impact assez important sur la décision de maintenir le 2035 ou de le reporter de quelques années. Dis-moi, est-ce que c'est quand même est-ce qu'il y a une conviction profonde de l'industrie ou c'est vraiment les exigences environnementales toujours plus grandes qui ont forcé les géants à innover, à se réinventer et à pousser plus loin? Ben, il faut dire que dans un premier temps, ça a été vraiment les gouvernements qui ont poussé l'industrie automobile à accélérer le pas et en mettant justement des balises en disant 2035, 2030, 2040 selon les pays. C'est forcément, ce sont eux au départ. Et l'industrie a suivi. On peut pas dire qu'ils ont suivi un peu à marche forcée. Mais là, à l'heure actuelle, il faut quand même s'entendre sur le fait qu'ils ont consenti d'énormes investissements. Et la demande n'est pas tout à fait au même niveau que ce que eux pressentaient comme demande, à tout le moins ce que le gouvernement souhaitait aussi. Là. On voit que de plus en plus dans certains pays, on abolit justement les aides gouvernementales, les fameuses subventions à l'achat d'un véhicule plus vert ou à tout le moins à batterie. Et on voit que à ce moment-là, lorsque ces subventions-là sont abolies, parfois on voit un plongeon au niveau des ventes et la demande n'est pas forcément là. Bon, ça m'étonne. Mais en même temps, faut que je t'amène parlant de hybride et de 100% électrique, parce que je sais qu'au départ, certains ont dit c'est sûr que hybride est mort, ça va être l'électrique. Toyota a été un des géants qui a attendu beaucoup. Puis là, il y a comme un revirement dans le public. C'est pour ça que je veux te parler de ça. Je connais moins l'industrie, mais le public, je surveille un peu plus la façon de faire. Puis j'ai l'impression que le public hésite entre les deux, ou à moins que tu me dises qu'il y en a un des deux, entre hybride et électrique, qui se démarque clairement maintenant. Ben, à l'heure actuelle, encore une fois, c'est encore le flou, mais c'est vrai effectivement qu'il y a certains constructeurs, et on pense par exemple à GM, General Motors, aux États-Unis, qui a décidé un peu, là, ils allaient tout électrique à un certain moment donné, et là maintenant, depuis quelques mois, on dit, on réfléchit peut-être à la possibilité de réintroduire dans certains segments du marché des véhicules hybrides rechargeables.
OK. Donc, on voit qu'il y a quand même une force, un peu une marche arrière de ce côté-là. Ce qui va faire plaisir à Toyota, parce que Toyota a toujours dit, ben écoutez, le hybride, c'est une solution de transition, puis on n'est pas tout à fait prêt. Lorsqu'ils disent pas tout à fait prêt, ben ils parlent autant des gouvernements, des bornes de recharge, des infrastructures et même de la demande du public. Donc, on va voir aussi probablement que d'autres vont emboîter le pas, puis vont revenir peut-être à des solutions comme hybride rechargeable. Mais quand tu parles d'hybride rechargeable, je sais pas pourquoi, mais tu vas rire parce que dans ma famille, on est 8 frères et sœurs, puis il y en a 4 sur 8 qui ont des RAV4 hybrides rechargeables. Fait que je me dis, ça doit être un gros vendeur, j'imagine. Non, c'est effectivement, c'est un des modèles très populaires dans son segment, puis c'est un des seuls d'ailleurs. Donc, par conséquent, ça fait que la demande est très forte pour ce véhicule-là. Ils sont pas les seuls. Ils seront pas les seuls non plus demain, puisque d'autres constructeurs automobiles ont déjà annoncé, dans certains cas, la venue de ce type de motorisation-là pour des véhicules de la taille du RAV4. OK. Mais pour les néophytes comme moi, entre hybride rechargeable et hybride ordinaire, c'est quoi l'essentiel de différence? Ben, si on faisait, d'une part, vous êtes obligé de le recharger. Donc, vous allez faire appel à une borne de recharge. Et l'élément vraiment très important, c'est que vous allez être en mesure de parcourir un certain nombre de kilomètres. Là, ça dépend toujours du type de véhicule, ça dépend de la taille de la batterie, mais vous allez pouvoir parcourir un certain nombre de kilomètres avec de l'énergie pure, là, de l'énergie électrique, tout simplement. Plus élevé, dans le fond. Avec le rechargeable, on fait plus long, ça, je comprends, en électrique? Oui, absolument. Dans le cas d'une voiture hybride, là, si vous faites 2 km, parfois, c'est beau. Mais par contre, le moteur électrique vient là, il vient en fait seconder les efforts du moteur thermique. Il vient le soulager aussi dans certaines conditions routières. Alors que l'hybride rechargeable, c'est possible d'aller prendre l'autoroute et puis de rouler à 100 km/h vraiment sur une charge électrique et non pas avec l'aide du moteur à essence. Parce que mes frères, pour rester dans la famille des RAV4, me disaient qu'il fallait même que tu commandes des fois un an et demi d'avance tellement qu'il y avait de la misère à soutenir. Ben, il y avait de la difficulté à soutenir, oui, mais il faut pas oublier non plus qu'à une certaine période, avec la COVID-19, ça fait en sorte qu'on en produisait moins. Okay. On a eu la pénurie des semi-conducteurs. Il y a beaucoup d'usines qui ont été arrêtées. Là, maintenant, on voit maintenant que l'industrie est en train de se relever de tout ça. Et maintenant, c'est possible d'obtenir, par exemple, un véhicule électrique sans avoir à attendre des années. Ce qui est drôle, Éric, c'est que tu as eu une période après la pandémie, pendant la pandémie, où il y a eu comme une pénurie. On voyait les cours. Moi, j'avais jamais vu des cours de garage aussi vides. Là, aujourd'hui, je pense que ça s'est rempli pas mal, ce que tu viens de dire. Par contre, le prochain challenge, ça va être le prix. Parce qu'on fait un méchant saut. Quand on a acheté une voiture il y a 3-4 ans, puis on fait le comparable, on se dit, wow, t'as un peu. C'est pas le même prix. Non, oui, ça a monté pas mal. Ça a monté beaucoup, d'une part. D'autre part, il y a aussi les taux d'intérêt qui ont augmenté beaucoup. Donc, ça fait en sorte, puis les valeurs résiduelles aussi ont augmenté. Donc, mais ça s'applique surtout aux gens qui achètent des véhicules d'occasion. Donc, non, le marché est en train vraiment de se transformer complètement. Puis, à l'heure actuelle, ce qu'on assiste, c'est vraiment le cri du cœur, si on peut dire, de certains automobilistes qui se disent, ben, est-ce que je vais être en mesure encore de m'acheter un véhicule neuf la prochaine fois? Et c'est une très bonne question, d'autant que, comme tu viens un peu de mentionner, quand tu regardes dans l'usager, tu fais un saut parce que l'écart est encore plus grand par rapport à ce qu'on payait relativement et ce qu'on paye aujourd'hui. L'offre, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui y songent, puis l'offre ne peut pas soutenir ça. C'est intéressant. Mais revenons 2 secondes sur le hybride et électrique. Parce que tu as mentionné que certains endroits, mais je pense même, c'est-tu au Québec qu'on a coupé quelques subventions au Canada, mais il me semble qu'on a commencé là-dedans ici aussi. Oui, on a commencé. Okay, oui, absolument. Mais pas strictement pour... Bon, l'hybride, actuellement, n'est pas éligible à une subvention. Par contre, le hybride rechargeable, selon la taille de la batterie, oui, ils sont éligibles à des subventions, tout comme les véhicules à batterie ou les véhicules entièrement électriques. Est-ce qu'on peut penser qu'on va arriver un jour prochain où on va être capable de ne pas subventionner puis que l'industrie se maintienne? Ou c'est parce que tu as dit qu'il y a ils auront pas le choix, parce que dès 2027... justement, les subventions, à tout le moins au Québec, seront abolies. C'est quand même pas si loin, là, 27? C'est pas si loin. Non, c'est pas si loin. Et il faut pas oublier non plus que chaque année, le montant maximum auquel vous serez admissible, ben, va diminuer aussi, pour tomber à 0. Là. Donc, tout le monde s'attend à voir qu'est-ce qui va se passer rendu là.
Donc, la pression est vraiment sur les constructeurs d'offrir un véhicule, entre guillemets, bon marché électrique. Et c'est sûr que la compétition va être très féroce. Est-ce qu'on peut, Éric, maintenant, en 2024, évacuer la crainte des véhicules électriques l'hiver qui partent pas, puis qui vont mal, puis qui font beaucoup moins de millage, les hybrides, tout ça? Est-ce qu'on a avancé là-dedans? Est-ce qu'on est confortable? Ouais, disons, on va apporter dans un premier temps une nuance. Oui. Les véhicules électriques démarrent très bien l'hiver. OK. Mais par contre, oui, ils peuvent souffrir d'une perte d'autonomie qui peut varier de 30 à 50% de l'autonomie maximale qu'on peut voir affichée. C'est quand même pas mal, non? Jusqu'à 50. Oui, mais faut pas oublier non plus que les véhicules à essence sont soumis aux mêmes restrictions. Oui, OK. Le froid, oui. Le froid. Donc là, vous faites appel au chauffage, au dégivrage, des glaces, de la lunette, et puis... On le voit moins, mais on consomme plus d'essence, dans le fond. Exactement. Okay. C'est la même chose. Donc oui, mais je pense que la crise d'anxiété pour plusieurs automobilistes est passée. Mais vous avez encore des gens qui rêvent des autonomies de 700, 800 et 1000 kilomètres. Bon, est-ce que c'est possible? Probablement que dans le futur, ça sera possible, mais il faut pas oublier que plus la batterie est grosse, plus longue elle sera à recharger. Donc, je pense qu'il faut que le consommateur, en général, revoie ses transports ou revoie sa mobilité individuelle, justement pour l'adapter à cette réalité-là. Est-ce que le leader, je dirais, pas l'instigateur, mais celui qui donne le pas, c'est encore Tesla dans l'électrique? Est-ce qu'on peut dire encore que c'est eux autres qui sont leaders? Ils sont encore leaders, oui. Ils ont une gamme de produits, surtout le Model 3, Model Y. C'est vraiment des leaders dans l'industrie. Mais par contre, il faut regarder aussi que la riposte vient très solidement des marques, disons, traditionnalistes, qui proposent des produits de plus en plus efficaces. Et il y a aussi des jeunes pousses. Là. Il n'y a pas juste Tesla, il y a des marques comme Lucid, il y a encore Rivian. Et il ne faut pas oublier non plus les véhicules chinois, qu'on connaît peu ou pas ici, mais néanmoins, eux aussi font une très grosse offensive en Europe. En Europe, oui, mais je l'ai dire avec le spectre d'un Trump qui s'en vient, pas sûr qu'on va voir des véhicules chinois beaucoup en Amérique du Nord. Pour l'instant, non. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont tenter justement d'encercler les États-Unis parce que déjà on dans les îles, mettons, en Amérique du Sud, oui, ils pourraient. Et même le Canada, à la limite, parce qu'il n'y a rien qui interdit à l'heure actuelle les véhicules chinois de débarquer en masse au Canada. Ça a l'air qu'ils ont des bons contacts au fédéral sur certains députés. Écoutez, peut-être. Non, mais néanmoins, je veux dire, ils sont pas bannis. Non, je comprends. Alors que ils le sont pas non plus aux États-Unis, sauf qu'ils ont des taux d'importation qui sont tellement élevés que l'avantage concurrentiel que ces véhicules-là ont fait en sorte que ça devient peut-être un peu moins compétitif par rapport à d'autres véhicules. Mais par contre, à la base, c'est des véhicules qui se vendent à peu près 30% moins cher que les véhicules électriques qu'on voit actuellement sur le marché. Au Québec, on dit maintenant qu'il y a une nouvelle voiture vendue sur 5 qui est zéro émission. C'est 1 sur 10 au Canada, donc un peu plus de pénétration au Québec. Mais en même temps, moi, c'est ce qui me fait un peu capoter. C'est qu'on dit que les Québécois achètent toujours et encore des véhicules de plus en plus gros, des camions, des VUS, des gros VUS. Fait que finalement, il y a comme une dichotomie là-dedans. Ouais, l'ennui, c'est que on retrouve à peu près que des VUS à l'heure actuelle. C'est ça qui est l'ennui. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais il n'y a pas assez de berlines et tout ça », mais l'ennui, c'est que ces berlines-là se vendent peu ou pas. OK. C'est l'offre et la demande, dans le fond, tu dis. Parce que si le monde n'en veut pas, on n'en veut plus. OK, je comprends. C'est ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, que les véhicules sont plus gros. Ils sont plus gros parce qu'il faut pas oublier non plus que la taille des véhicules, c'est d'une part, il y a le consommateur qui demande à avoir plus d'espace, qui veut se sentir mieux protégé. Il y a les normes de sécurité. Les véhicules électriques, forcément, ils sont un peu plus encombrants et surtout beaucoup plus lourds. Donc, c'est la quadrature du cercle qui est pas facile à atteindre. Là. C'est drôle parce que quand tu étais jeune, Éric, dans le fond, un gros char parce que tu avais une grosse famille, un petit char parce que tu étais jeune ou que tu étais tout seul. Ou pas d'argent. Pas d'argent. Lui, il était rabiboché souvent, effectivement. Ouais. Puis, non, c'est sûr que c'était autre chose. Mais aujourd'hui, on peut plus dire ça. Puis, en même temps, c'est la même chose pour les maisons. On voit des manoirs, des fois, où il y a 7 salles de bain, puis tu regardes ça, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a un enfant. Mais on est... Non.
Mais il y a un autre élément aussi, c'est que au niveau de la popularité des VUS, c'est que compte tenu on parlait un peu plus tôt des véhicules qui sont de plus en plus chers, les gens veulent avoir un véhicule qui va être un peu une forme de couteau suisse, là. Donc, on veut avoir un véhicule qui va nous permettre d'aller dans les grandes surfaces et de ramener, par exemple, un meuble ou des articles de quincaillerie, mais on veut aussi aller en vacances, on veut emmener nos vélos, on veut... À la pêche, je comprends. On va aller c'est ça. Donc, finalement, ce style de véhicule-là est un des mieux adaptés à l'heure actuelle à la demande des consommateurs en général. Et d'autre part, il faut pas oublier non plus que la population est vieillissante. Ouais. Et ça, c'est un aspect que souvent les gens oublient. L'accès à bord ou la sortie du véhicule, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement complexe ou très compliqué, là. Donc, avec un VUS, pour peu là, qu'il ne soit pas grimpé sur des échasses, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus accessible pour ces gens-là, plutôt que de se glisser ou de se glisser à bord. Là, non, mais t'as un très bon point parce que mes beaux-parents ont changé de voiture essentiellement pour ça. La voiture était trop basse, puis ma belle-mère a dit « Je suis pas capable de sortir de l'auto, j'ai mal à la hanche. » tout ça. Fait, finalement, ils ont changé pour avoir un véhicule un petit peu plus haut. Puis en y regardant de plus près, mon plus jeune qui étudie, lui, s'est acheté un Kona. Il n'est pas tout seul. Là, dans la rue, il doit en avoir 12, mais il aime bien. Mais c'est comme considérer un mini SUV aussi parce qu'il est un petit peu plus haut que la normale. Exactement. Fait que ça va dans la lignée de ce que tu dis. On aime ces véhicules un petit peu plus hauts, plus pratiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, objectivement, que les véhicules hybrides et électriques sont meilleurs que ceux à essence ou ça n'a rien à voir? Ben meilleur. Ça dépend toujours sur quel aspect on veut les comparer. Si on compare sur le plan de l'efficacité énergétique, forcément, oui, ben oui. Hybrides et surtout électriques sont nettement plus avantagés. En termes d'entretien, on sait que les véhicules électriques nécessitent un entretien moindre et des coûts de réparation moindres d'entretien, pardon, pas de réparation, mais d'entretien moindre qu'un véhicule thermique. Donc oui, effectivement, il y a un avantage de ce côté-là. Les passionnés d'automobile vous diront plutôt que les véhicules électriques sont un peu fades et puis finalement c'est des cartes de golf endimanchées puis parce qu'ils ont pas la même, ils sont trop lourds ou quoi que ce soit, mais il faut regarder la réalité des faits. C'est l'efficacité énergétique qu'on recherche avant tout. Dans le temps, parce que je fais mon âge, j'ai plus de 60 ans, mais on disait qu'il y avait des citrons, des mauvais chars, mais souvent, là, des gens dans le domaine me disent, il n'y en a plus de mauvaises voitures aujourd'hui, on est ailleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai en ce sens que oui, l'industrie a progressé énormément de ce côté-là, au niveau de la finition, la qualité de fabrication, la fiabilité des véhicules. L'ennui à l'heure actuelle, c'est davantage lié au dysfonctionnement électronique. Là, on le voit que l'électronique prend une part de plus en plus importante à bord de nos véhicules. On roule quasiment un ordinateur, il faut aller au garage pour le voir. Hein? Oui, exactement. Ça, c'est l'ennui à l'heure actuelle. Donc, souvent, lorsqu'on regarde les associations de consommateurs, les sondages qu'ils réalisent, on voit très peu très peu de plaintes à l'égard je sais pas moi, du moteur, de la transmission, de la suspension, des choses comme ça. Mais c'est davantage, là, vraiment, les inquiétudes sont vraiment tournées vers les dysfonctionnements électroniques. Puis parfois, c'est des choses carrément de base, là. Ne serait-ce que de pouvoir brancher son téléphone portable, et là, ça fonctionne pas. Ou ça fonctionne une fois sur deux. On trouve ça pratique, mais comment je rentre au garage, on me dit un instant, puis là, je vois qu'il branche dans le moteur, probablement quelque chose, puis là, ça sort comme un ordinateur, un résumé qui dit, voici, c'est telle chose. Fait que, bon, pour les techniciens et j'imagine pour les mécaniciens, c'est pratique, mais en même temps, on se dit, qu'il faut pas que je fasse d'accident, d'après moi, ça va monter assez vite. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'accidentés qui nous parlent de 1200 $, là, quand tu frappes. Non, mais on le voit avec le coût des assurances. C'est la face cachée un peu de l'électrique. C'est que les coûts d'assurance sont extrêmement élevés parce qu'un choc, parfois, peut être extrêmement coûteux puis emmener justement les assureurs à déclarer le véhicule hors d'état, tout simplement, puis de l'envoyer chez le recycleur. Question en fait, de curiosité. Est-ce qu'on a trouvé une norme ou la meilleure méthode de recharge pour le 100% électrique? Parce que j'ai toujours entendu qu'on a amélioré ça, on va plus vite, on est capable de charger plus vite. Puis est-ce qu'on a une norme, mettons, si on prenait l'Amérique du Nord et l'Europe, est-ce que c'est la même façon de faire ou c'est des normes différentes? Moi, évidemment, je fais pas le tour du monde. Les normes sont sensiblement les mêmes.
l'ennui, c'est que c'est toujours la question de la recharge. Une batterie, au même titre que votre téléphone portable, après un certain nombre d'années, Oui, après un ouais. certain nombre de recharges, ben ça m'énuise. Ouais. Inévitablement. C'est la même chose pour un véhicule électrique. Il faut prendre soin de sa batterie. Donc, c'est pour ça que souvent, on recommande aux gens, lorsque vous regardez, par exemple, l'autonomie d'un véhicule, ben dites-vous que ça, l'autonomie qu'on vous annonce, c'est 100% d'autonomie. Mais idéalement, vous devriez recharger pas plus que 80% de la batterie. Le 100%, là, c'est lorsque vous avez vraiment de très longues distances à effectuer, puis vous voulez pas vous arrêter plus fréquemment qu'il le faut, là. Mm-hmm. Mais en général, vous devriez maintenir votre batterie toujours au maximum à 80% pour justement préserver sa durée de vie. Je veux parler un petit peu des véhicules autonomes et des avancées technologiques parce que on dirait que la technologie est prête pour certains véhicules autonomes, mais que l'application réelle sur les routes réelles, là, dans la vraie vie, est vraiment irréaliste. Puis de plus en plus d'études, j'en ai eu une, probablement que tu l'as vu, il n'y a pas plus d'une semaine ou deux, où on disait, écoutez, pensez plus en dizaines d'années avant de voir ça sur les routes partout. Oui. Oui, puis... Mais l'ennui, c'est pas tant parce qu'il y a plusieurs tests qui sont menés un peu partout à travers le monde, d'une part, mais faut pas oublier non plus qu'il y a toute une question de logistique en arrière de ça, puis aussi une question juridique. Si jamais il arrive un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur automobile? Est-ce que c'est l'automobiliste pour avoir été distrait ou à tout le moins pas avoir pris les commandes de son véhicule au moment où il fallait le faire? Il y a vraiment un gros vide juridique de ce côté-là. Donc, oui, les avancées se poursuivent, mais moi, j'ai l'impression qu'on ne verra pas vraiment... de notre vivant, d'après moi, on a le temps de mourir 3 fois, là. Parce que juste... je veux pas vous faire vieillir ou vous faire mourir avant le temps. Non, mais juste le côté juridique et d'assurance qu'il y a là, juste cette question-là, là, moi, je pense qu'on peut passer quelques années en cours avec ça. Moi, écoutez, à une certaine époque, on parlait de 2020, 2025 pour des véhicules autonomes. Moi, j'ai l'impression que ça sera probablement pas avant au moins 2050. Mais l'industrie automobile doit, là, à l'heure actuelle, honnêtement, je veux dire, ils poursuivent les recherches. Ça, c'est une chose. Il y en a qui les ont abandonnées ou les ont suspendues pour l'instant. Mais le gros défi à l'heure actuelle, c'est de savoir trouver justement la demande des consommateurs. Est-ce que ça va être pour l'électrique, le hybride, l'essence, le diesel même en Europe? Le diesel existe toujours. Y a-t-il un retour du diesel? Non, il n'y a pas un retour. Il n'est pas arrêté. Mais il n'y a pas arrêté pour autant. Donc, nous, de notre côté de l'Atlantique, on a l'impression que le diesel est mort. Mais si vous allez en Europe, vous allez voir que plusieurs constructeurs proposent toujours à leur catalogue ce type de motorisation-là. Est-ce qu'il n'y a pas... Je sais pas comment poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait normal, logique et applicable de voir que les compagnies poussent, font de la recherche, vont plus loin? Moi, je vois les véhicules autonomes là-dedans, les véhicules à hydrogène, essayer de pousser plus loin la machine, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va un jour vouloir passer à des véhicules 100% autonomes, 100%. Je trouve ça normal. Mais en fait, je pense que la solution, depuis le début, en tout cas, moi, c'est ce que moi, je pense, ça me regarde, mais moi, je pense que la solution est plurielle, est carrément plurielle. En ce sens qu'il va y avoir encore une place pour des véhicules à essence, il va y avoir encore une place pour les véhicules hybrides, il va y avoir une place pour les véhicules électriques. Là, c'est de savoir comment on va jauger puis comment on va départager tout ça. Ça va dépendre de votre lieu géographique, ça va dépendre d'un tas de facteurs, mais c'est vraiment un véritable casse-tête. Et là, vous parliez de l'hydrogène. L'hydrogène, on le voit davantage maintenant plus pour le transport lourd, comme une solution viable. Davantage que pour monsieur et madame tout le monde. Pour se comprendre, transport lourd, c'est-tu les vannes, c'est ça? Oui, on parle vraiment des camions semi-remorques, je comprends. Choses comme ça. Donc, on voit ça davantage de ce côté-là. Et il faut pas oublier non plus les recherches qui se poursuivent avec ce qu'on appelle le carburant synthétique. Ça aussi, c'est une autre avenue. Oui, c'est pas fou, mais est-ce que c'est avancé? Est-ce qu'on bouge là-dedans? Ça bouge. L'ennui, c'est que c'est le coût. Actuellement, c'est le coût du litre qui est faramineux. Mais l'avantage, c'est que ce carburant synthétique-là, jusqu'à présent, élimine 80% des émanations polluantes. Mais le beau côté, c'est que vous pouvez le verser dans votre réservoir de votre véhicule actuel, puis ça fonctionne. Donc...
Et je pensais à lui. Je Ouais, pensais à mais lui, la patate frite, là. Tu sais, il n'y a pas eu des tests en Europe? Oui, il y a eu des tests. Oui. Puis de la canne à sucre aussi. Non, mais je comprends. Moi, je n'ai pas de problème. Je trouve ça normal qu'ils fassent des tests puis voient mais en même temps. On le voit en compétition à l'heure actuelle, c'est ce qui se produit, là. Si vous allez dans les championnats internationaux, comme par exemple le championnat d'endurance ou le championnat des rallyes, les véhicules qui circulent, qui compétitionnent, sont alimentés par du carburant synthétique. La Formule 1 va débarquer en 2026 avec du carburant synthétique. J'ouvre une parenthèse. Dans mon hobby, c'est de faire de la course automobile. Ah oui? Et cette année, nous allons courir au Grand Prix de Trois-Rivières au mois d'août avec du carburant synthétique. Qu'est-ce que ça change, moi qui connais rien là-dedans? Là? Est-ce que Écoutez, ce que ça change en termes de performance, mettons. Performance, on parle d'une possibilité dans certains types de moteurs d'une perte de 7 à 8 chevaux. Ce que le commun des mortels ne réalisera pas. OK. Et d'autre part, il n'y a pas de modification mécanique à faire. Vous versez le carburant dans le réservoir et c'est tout. Ça, c'est déjà un gros point. C'est un très gros point. Est-ce que le prix est un frein ou C'est un très gros frein. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je le sais parce que j'en ai acheté. Et je peux vous dire, Gilles, que actuellement, là, on parle même pas de taxes, là. Mais on parle, là, en ce moment, moi, je m'en suis procuré, c'est 10 $ le litre. 10 $ le litre? Le litre. Oui, OK. Et il n'est pas taxé encore. OK. Et ça veut dire que comme il n'y a pas de volume, c'est impossible d'avoir des rabais sur le volume. Si jamais on étendait ça... Non, mais le gouvernement ne s'est pas mêlé de ça non plus. Ouais, OK. Donc, vous imaginez que s'il se mêle de ça avec les taxes qu'on paie actuellement sur l'essence... ça va peut-être 20. Donc, mais par contre, c'est une solution, je veux dire, qui aurait été à très court terme, qui aurait permis justement de garder des véhicules sur la route, parce que l'empreinte environnementale, on parle souvent là, des voitures électriques, des voitures hybrides et ainsi de suite, mais l'impact, c'est aussi de revoir ces transports, ce que je disais un petit peu plus tôt, mais c'est également le fait que on a tellement de véhicules qui sont en circulation sur la planète, que si demain matin, vous aviez un carburant qui vous permet d'éliminer, sans changer le parc automobile, 80% des émanations polluantes, peut-être qu'on parlerait un peu moins de pollution automobile. Là. C'est drôle parce que j'ai une réflexion qui me vient en tête. Je me rappelle d'avoir entendu l'économiste qui était rendu à Caisse de dépôt, Vincent Delisle, qui m'avait parlé, faisait des chroniques avec moi il y a une quinzaine d'années à la radio. Puis à un moment donné, il m'avait dit, malgré tout ce qu'on va dire sur l'automobile, malgré tout ce qu'on va dire sur le prix de l'essence, la seule façon de changer fondamentalement les habitudes des gens, c'est quand le prix va être vraiment trop élevé. Il dit, à l'époque, je vous parle de 2003, 2004, il me disait, quand on va être rendu proche de 2 piastres, tu vas voir comment ça va se passer. Et là, je mets ça en parallèle avec la sortie de la pandémie, les taux d'intérêt élevés, l'inflation qui est élevée, le prix de l'essence qui a gonflé de façon importante, le prix des voitures qui est pour certains inabordable. Là, je me suis dit, canon ça. Je regarde autour de moi, puis je me rends compte que 2 voitures, oups, on est rendu à une voiture. Pas besoin de 2 voitures. On a pensé à ça, on a parlé de ça, ma blonde et moi, puis une voiture, c'est assez. Finalement, moi, je vais au travail en autobus, je prends le taxi, le vélo électrique, puis je me rends compte que ce qu'on voit, donc, dans le fond, c'était pas un devin, puis c'était pas un chaman, puis tout, mais dans le fond, ce qu'il disait, c'est que quand ça va faire très mal au portefeuille, c'est là qu'on va changer nos habitudes. Puis on est peut-être en train de voir ça présentement. Ben là, on voit aussi que les frais d'immatriculation vont être haussés. Et d'assurance? L'assurance. Et l'assurance, là, définitivement, mais déjà... Oui, c'est vrai. C'est ça, donc ça aussi, ça s'en vient. Ensuite, ça sera peut-être le permis de conduire. Ensuite de ça, on parlait... il y a eu beaucoup de ballons sondes qui ont été lancés au cours des dernières années à l'effet d'avoir une forme de taxe kilométrique. Ouais. Mais non, mais c'est une possibilité aussi. Donc, oui. C'est un ballon sonde qui a été envoyé. Le retour des payages, il y a une foule de choses que le gouvernement va sûrement s'attaquer et il va étudier. On a même appris récemment, à moins que je me trompe, là, mais ça, c'est mon beau-père, puis je me fie sur lui, sinon il m'aimera pas. Mais il me disait qu'on songe là, pour essayer de rattraper le fait qu'on vend moins d'essence parce qu'il y a plus de véhicules électriques, ajuster les prix de l'électricité pour les véhicules automobiles. Ça me semblait une taxe pour rattraper celle qu'on a pu avec l'essence. Est-ce que c'est le même que tu as vu ça, toi?
Ben oui, mais c'est inévitable. Ouais, hein? Comme, par exemple, l'arrivée du REM dans la grande région de Montréal, ça va avoir aussi un impact. Là, à l'heure actuelle, ce que moi je vois, personnellement, le taux d'achalandage me semble plutôt bas. Mais si demain matin, le fardeau fiscal des automobilistes cesse d'augmenter, ben forcément, ça va avoir un impact sur le REM qui risque d'être beaucoup plus populaire. Je vais prendre 2 secondes pour parler d'automobile en général, en gros, là, parce que bon, il y a le parc automobile. Puis, première question, je me disais, est-ce que le fait que ça soit compliqué, en fait, l'électrique, va-tu amener peut-être les compagnies à avoir moins de modèles, hybrides, électriques, tout ça, ou on a une tendance, parce qu'on a eu une tendance, on a eu beaucoup, puis après ça, on a regroupé, on a fait disparaître. La tendance sur le nombre de modèles, en gros, est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça bouge? Ah oui, ça bouge. Okay. Ça, c'est définitivement, ça bouge. Mais là, à l'heure actuelle, c'est que vous avez vous avez des constructeurs qui jouent en double, si on peut appeler ça comme ça, où il va y avoir une filiale électrique, entre guillemets, okay, avec des produits forcément électriques. Et d'autre part, ils vont poursuivre aussi une filiale thermique. Donc, avec des moteurs à combustion interne. Là, okay, à l'heure actuelle, c'est là que le poids se fait sentir chez plusieurs constructeurs, c'est de devoir développer en parallèle 2 technologies sans savoir exactement laquelle des 2 va prendre l'ascendant et si le gouvernement va trancher une fois pour toutes puis dire 2035, par exemple, on parle de 2035 très souvent, mais si 2035 se maintient, là, à ce moment-là, ça va être simple. Là, on va dire, on va tout mettre nos œufs dans le même panier, on s'en va vers l'électrique. Mais là, à l'heure actuelle, le flou qui existe fait en sorte qu'on développe en parallèle 2 gammes qui sont complémentaires très souvent. Ça expliquerait que peut-être on va regrouper, avoir moins de modèles. Si on a deux types de développement, d'abord, c'est plus de frais. Puis si on a plein de modèles. C'est beaucoup plus de frais, oui, effectivement. Puis l'autre élément aussi, c'est ça va dépendre aussi de certaines législations. Si, par exemple, tout à l'heure, vous en parliez, un véhicule sur 5 au Québec est un véhicule 0 émission, 1 sur 10 au Canada. Ouais. Disons, ça c'est vraiment là, on spécule. Là. Mais si disons que demain matin, le gouvernement fédéral abolit ses subventions aussi, et on voit là, qu'à l'exception de la Colombie-Britannique, le reste du Canada sont pas tellement encore portés sur la technologie du entièrement électrique, est-ce que ça pourrait inciter, par exemple, des constructeurs à dire, écoutez, on va devoir faire un choix. Si le Québec, par exemple, maintient sa politique de dire 2035, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. C'est ça. Quelle direction? Ouais. Quelle direction prendre? Et là, à l'heure actuelle, moi, ce que je sais chez certains constructeurs, il y a certains qui sont en train sérieusement de songer à savoir est-ce que c'est encore viable d'être sur le marché québécois si le marché québécois fait cavalier seul avec le 2035. Ouais, puis on aime bien notre place, on trouve ça très beau, on est bien content de vivre au Québec, mais on comprend que notre poids mondial et même dans le monde, on est moins là. C'est-à-dire qu'ils peuvent probablement se permettre de ne pas occuper le Québec et survivre, entre guillemets. Oui. Ou carrément de diminuer leur gamme au point tel que si on peut prendre un constructeur, j'en prends un au hasard comme ça, Nissan par exemple, qui à l'heure actuelle produit 2 véhicules électriques au moment où on se parle. Ils peuvent dire tout simplement, maintenant Nissan, ça sera seulement qu'une gamme de 2 produits. Vous allez pouvoir acheter une Leaf ou vous allez pouvoir acheter une Aria et ça va arrêter là. Et là, je dis pas que c'est Nissan, là, mais pourrait dire tout simplement, c'est peut-être pas viable d'avoir des opérations au Québec juste pour 2 véhicules. Ouais. Et l'autre question que je me pose, avec raison, parce que là, on est un peu, je dirais qu'on a une turbulence dans notre tête à suivre M. Fitzgibbon depuis quelques années, mais je me dis, une des ressources les plus en vue et les mieux vues au monde, c'est l'énergie hydroélectrique. On a des rivières, on a vraiment... Bon, moi, je fais partie de ceux qui disent que si on avait un vrai projet social, un vrai projet complet de société, il pourrait inclure... une meilleure façon d'exploiter l'hydroélectricité. Puis je me disais à cette position-là que l'Ontario a su en grande partie, je pensais que les véhicules électriques et tout ce qui est électrique, les autobus électriques, tout ça, on aurait un avantage sûr sur d'autres régions du monde. Puis je vois pas ça nécessairement. Au contraire, on est en train de nous dire on va manquer d'électricité, faites attention, coupez le courant, prenez une douche plus froide. Je suis comme un peu mêlé là dans... je pense que vous êtes
pas le seul. Non, Vous n'êtes pas le seul parce que encore une fois, on voit des ballons sondes qui sont envoyés à l'effet, par exemple, de pas démarrer votre lave-vaisselle avant 20 heures ou des choses comme ça. Donc, on se dit, bon, avec la voiture électrique demain, lorsqu'il y en aura davantage sur les routes, est-ce que ça va vouloir dire qu'il va falloir brancher à minuit ou à 2 heures? Est-ce qu'il va y avoir un tarif qui va être moins préférentiel? C'est même pas impossible à les voir aller, là. C'est même pas impossible. C'est ça. Ça demeure une énigme. Une grande énigme. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les modèles actuels, nouveaux modèles ou amélioration des véhicules qui t'emballent, que tu trouves qu'il y a des belles avancées, si on parle d'automobile en général? Ben, il y a des avancées. Forcément, du côté électrique, il y a beaucoup de belles avancées qui sont intéressantes. Le problème demeure entier à l'effet que ça demeure encore des batteries qui sont très lourdes. Okay. Mais on voit quand même qu'il y en a certains qui rivalisent d'ingéniosité pour justement rendre la transition plus agréable pour certains, surtout les fans finis là, d'automobiles vroom vroom là. Ouais. Il existe des voitures qui vont peut-être vous faire dire, ben finalement, l'électrique, c'est vraiment pas si mal. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, parce que moi, je connais rien là-dedans, j'ai jamais conduit un véhicule électrique, mais ce qu'on me dit, ceux qui en ont, je connais un ami ou deux qui ont des Tesla, puis ils me disent, quand tu accélères, me dire une chose, toi qui es pilote, c'est pour ça que je veux t'en parler un peu, l'électrique peut donner des sensations intéressantes. Oui, forcément, ça donne mais il n'y a pas strictement pas strictement l'accélération qu'on doit retenir dans tout ça. C'est ce qui est un peu dommage à l'heure actuelle, parce qu'on vend beaucoup les véhicules électriques en disant oui, mais une force d'accélération incroyable, ce qui est tout à fait vrai dans plusieurs des cas. Mais je trouve que, personnellement, on ne parle pas suffisamment d'efficacité énergétique par les temps qui courent. Et ces voitures-là, à défaut au lieu d'avoir des puissances qui dépassent vraiment l'entendement, on parle de 1000 chevaux dans certains cas, ça serait peut-être mieux d'avoir une meilleure efficacité énergétique et un prix plus bas. OK. Mais prenons un exemple qui me fait sourire, puis je pense que plusieurs consommateurs et citoyens qui ont vu la même chose. Quand on voit un gros F-150, qui est un excellent vendeur au Canada, on le sait, le camion F-150 de Ford, puis qu'on le voit arriver électrique, est-ce qu'on se donne bonne conscience ou effectivement il a sa place, puis il fait son travail pour l'environnement? Ben, il fait sa place. L'ennui, c'est que si on regarde certaines études, là, une voiture électrique, pour être super efficace, ne devrait pas avoir une batterie qui est supérieure à 60 kWh. OK. Si vous regardez le Ford F-150 Lightning, ou le Hummer, ou encore le futur Cadillac Escalade IQ, ou vous pouvez aller même dans des voitures un peu avec des batteries qui sont supérieures à 100 kWh, on peut se poser la question de savoir où est l'efficacité dans tout ça. Là. Ben c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'on on se donne bonne conscience, oui, mais il y a quand même un gaspillage énergétique là, à travers tout ça. Ça coûte 2-3 piastres aussi. Je suis allé dans... Faut que je te dise qu'avant l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui, je suis allé, par curiosité, me promener dans quelques endroits. Puis il y avait des gros camions. Dans ce cas-là, c'était GMC, je pense, un gros Denali, mais vraiment Yukon. Tu sais, vraiment, là, tu peux embarquer 3 familles dedans. Et j'ai regardé dans la fenêtre, puis c'était à 139 000. Ah oui. Non, mais bon, écoute, toi, t'es pas surpris parce que. Mais moi, sincèrement, là, je te dirais, Éric, je suis tombé en bas de ma chaise, mais je n'étais pas assis. Fait que finalement, je suis resté debout. Mais je le croyais pas. 80 000, j'aurais. Tu sais, j'étais encore dans les 80 000 des gros camions, là, mais 139 000. J'ai dit. Plus taxe. Ça, c'est juste les camions. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est de voir qu'à l'heure actuelle, en 2025, puis même aujourd'hui, là, disons, c'est tiré par les cheveux, là, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, mon exemple, mais il n'y a plus de voitures en bas de 20 000 $. Cette catégorie-là, elle est éteinte. Il y a 10 ans, vous pouviez acheter une Honda Civic pour 15 000 $. Aujourd'hui... Ça a monté de 30-40 dans le fond que tu me disais en 10 ans. Ben aujourd'hui, une Honda Civic, c'est 25 000 $ passés. Là, ajouter à ça les frais de transport et préparation, les taxes... C'est 30 000. C'est au-dessus de 30 000 $, une Honda Civic.
Donc, le coût d'accessibilité, là, c'est vraiment définitivement le sujet de l'heure. On parle beaucoup de l'électricité et tout ça, mais l'électrique fait en sorte aussi que ça bonifie le prix. Mais là, tu es en train peut-être de m'expliquer pourquoi je vois des concessionnaires annoncer, surtout d'un marché jeune adulte, des 96 mois de financement. Ah ben Parce que oui. dans le fond, tu achètes juste un paiement. Sinon, si tu regardes le prix, là, effectivement, tu te dis, ben, j'ai pas le moyen. 35 000. Mais à l'heure actuelle, c'est ça. Mais depuis longtemps, les gens achètent un paiement. Ben oui. Malheureusement. Ils vont arriver, puis ils n'achètent pas forcément un véhicule qui correspond à leurs besoins. J'ai tant mais par ils mois. achètent- Ils arrivent au garage. C'est ça, puis exactement. Moi, j'ai tant. Je peux pas mettre plus que 420. OK, on va trouver C'est quoi? ça. Mais c'est de même. On ne trouvera pas la voiture, on va trouver un paiement. Donc, On va trouver un paiement, puis le 420, vous n'êtes pas éligible, mais sur 96 mois, ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a dans l'industrie, tu sais, je sais qu'à l'époque, il y a eu des Oldsmobile, c'est disparu. Il y a des marques, les Plymouth sont disparus. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des véhicules, j'allais te dire, est-ce qu'il y a des véhicules, t'aimerais ça qui disparaissent? C'est pas de même, je veux le dire, là, mais est-ce qu'il y a des divisions ou des véhicules que tu penses dont l'avenir est incertain, dirions-nous? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs OK. marques qui sont incertaines. Là, Oui. parce qu'on vit une période de transition d'une part. Intense, oui, Et d'autre part, je veux dire, il y a des marques qui, pour les nouveaux consommateurs ou des nouveaux acheteurs, ils veulent absolument rien dire. Autrefois, vous pouviez arriver puis regarder certaines marques de luxe puis dire, oui, mais là, ça fait 100 ans qu'ils sont sur le marché, puis Oui. il y a un passé glorieux. Mais qui a un passé glorieux en termes d'électrique? Ah non, je comprends, c'est vrai. C'est jeune. C'est jeune. Vous pouvez pas arriver, puis je donne un exemple comme ça, vous pouvez pas regarder une Lincoln puis vous dire, Wow. Lincoln, c'est un spécialiste électrique. Ils vont dire, oui, mais Lincoln, c'est à quoi? Mais là, c'était quoi? Faut retourner dans les années 50, 60, 70. Le gros pour voir. continental de Grand-Papa, là. Exactement. Mais aujourd'hui, ça veut plus rien dire, là. Donc, c'est pour les marques, pour certaines marques, surtout les marques de luxe. Mais moi, Cadillac, je suis toujours surpris de voir que ça existe encore. Ah oui? Ah, mais pourtant, il fonctionne très bien. Ah, mais je sais que ça va bien. fonctionne. Mais moi, c'était des gros Fleetwood. Là, tu sais, c'était Cadillac, c'était Oui. c'était le char du président américain, puis c'était la grosse affaire. Puis, mais je sais qu'ils ont des modèles plus petits, plus sport. Puis s'ils fonctionnent bien, je suis content de l'entendre. Mais je suis surpris parce que, bon, évidemment, j'ai pas vraiment d'intérêt, mais je me disais, ça fait peut-être partie des marques comme Buick. Buick, ça marche bien, ça, Buick? Marche très bien, mais en Chine. En Chine. Mais ils en font beaucoup. Ils en font en Corée. Oui. Il y a des Buick faits en Corée. Oui, en Corée exactement, du oui. Sud. Oui. OK. Oui, exact. Oui. Mais en fait, non, il y a des marques définitivement qui vont disparaître. Je pense Stellantis, par exemple, là, qui est la fusion entre Chrysler, Fiat et PSA en Europe. Ils ont été très clairs. Ils ont donné un budget à chacune de leurs marques en leur disant, ben écoutez, voici, vous avez une somme d'argent. Arrangez-vous. Vous avez 10 ans. Donc, vous avez 10 ans pour montrer que vous êtes rentable et viable. Et sinon? Et si vous n'êtes pas, sinon, ben, on met la clé sous la porte. Bon. Donc, ça veut dire que des marques que nous connaissons ici, là, que ce soit Fiat, que ce soit Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, donc je parle juste des marques qu'on connaît ici, Ouais. ben ils ont tous le même couperet là, au-dessus de la tête, là, à savoir, vous devez être viable d'ici 10 ans et faire en sorte que vous avez une raison d'être, justement, d'exister encore dans ce nouveau monde automobile. Éric, je te demandais, dans les 5-10 dernières années, les compagnies qui ont le plus amélioré leur offre, qui ont démontré du leadership que tu trouves qui ont pris une direction intéressante. Ben, je pense que si on regarde le marché à l'heure actuelle, c'est vraiment les Sud-Coréens. Le groupe Hyundai a été très, très, très agressif ces dernières années. Si on regarde leur offensive du côté des véhicules électriques, si on regarde leur offensive du côté du luxe avec la marque Genesis, si on regarde le côté complémentaire avec la marque Kia, disons que c'est vraiment, là, ce groupe-là a été très, très proactif et très agressif et aussi très... ils ont remporté beaucoup de succès là, ces dernières années. C'est vrai, mais juste pour bien comprendre, nous, on voit Kia, puis on voit Hyundai. Puis quand on regarde les modèles, ça nous fait penser à l'époque Dodge et Plymouth. C'est des modèles qui sortent. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je ne me rêve pas. Okay. Ah, pas du tout. Okay. C'est au même titre qu'à l'époque où vous aviez Pontiac, Buick... Chevrolet.
Chevrolet, Ouais, Oldsmobile, je comprends, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle des clones. Mais c'est la même compagnie, dans le fond. Tu me dis que c'est la même compagnie. Kia ouais. et Hyundai, quand on remonte en haut, là, c'est le même board. Là. C'est le même board. Ouais. OK. Donc, mais c'est gros en tabarouette. C'est la même poche. Puis Oui, nous, ce qu'on voit pas ici, mais que j'ai vu en voyageant un petit peu, c'est tout ce qui s'appelle les gros camions, les vannes, les autobus, Hyundai, tout ça, ils sont là-dedans, mais on les voit pas ici. Ah oui. Non, on les voit moins. On les voit dans le transport maritime, par contre, et ici. Oui. Mais oui, effectivement, c'est un très gros groupe. C'est énorme. Vraiment énorme. On va finir en parlant un petit peu des multiples moyens de transport assisté parce qu'on en voit de plus en plus. Puis je me dis, bon, dans cet axe-là où on disait que, entre autres, les gens qui vivent en ville adoptent le transport assisté, les vélos assistés, les trottinettes électriques, les triporteurs, les Segway et autres. Oui. Je suis pas sûr. J'aurais été porté à dire il y a quelques années que c'était une mode, mais là, je sais pas s'il n'y a pas une tendance, sans dire que tout le monde va se mettre sur le Segway, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais on en voit plus, donc probablement que c'est un mode plus accessible pour bien des gens de se déplacer. Mais oui, absolument. Puis économique en plus. Mais la question, ça va être de légiférer pour tout ça. Et on le voit déjà, les problématiques. Et ça presse. Et ça presse, là. À Montréal, ben, moi je vis pas à Montréal, toi tu vis à Montréal, mais c'est vraiment un problème. Mes amis qui vivent à Montréal me disent c'est l'enfer. C'est la cohabitation. Parce que vous avez beaucoup de pistes cyclables quand même à Montréal qui veulent. Il y a des cyclistes qui veulent pas voir des trottinettes ou des. Peu importe. Les vélos assistés, ça va, mais lorsque vient le temps des trottinettes et autres, là, parfois là, ça pose un problème. Mais Éric, honnêtement, les trottinettes, là. J'en vois qui roulent, mettons, je suis pas là pour prendre la vitesse, là, mais il y en a qui c'est 15-20 km/h, mais j'ai l'impression qu'il y en a que ça va pas loin de la vitesse d'un scooter. Là. Me trompes-tu? Ah non, pas du tout. Ben, c'est pour ça il y a des vélos aussi. Mais on n'arrête pas le progrès, Gilles. Non, je comprends très bien, mais je te donne un exemple, puis vous devez le vivre à Montréal. Quand on arrive à une grosse intersection, puis qu'il y a une lumière de traverse de piétons, à distance, la personne qui roule en vélo à 30 km/h, la personne qui roule avec sa trottinette électrique à 25 km/h, elle voit ça de loin, que le petit bonhomme est pas encore, il clignote, fait que je peux passer. Mais tu pensais comment que c'est dangereux pour les piétons, que tu vois pas parce que tu sais, on le voit là, ce que je suis en train de décrire. Fait que la cohabitation, je suis d'accord avec toi, mais au prix de combien d'accidents, puis finalement, les piétons se font frapper par des vélos et des trottinettes plus que des autos. C'est pas drôle. Oui, puis mais sauf qu'il va falloir, malheureusement, de ce côté-là, légiférer, là, faire quelque chose. Mais j'ai pas de solution, en tout cas. Je me dis, il peut pas avoir une traverse de trottinette aussi. Ah, ben non, mais là, à ce moment-là, il faudrait fermer le centre-ville de Montréal. Là, je parle pour. Il est pas déjà fermé, j'ai vu des cônes partout. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Merci beaucoup, Éric, c'est gentil. Merci, Gilles. Bonne journée. Oh, également. Éric Lefrançois de La Presse.